Vous avez le gouvernement qui a retiré 24 Dis donc, milliards c'est sport. d'impôts aux entreprises et aux personnes les plus riches. Et de l'autre côté, ce même gouvernement retire 25 milliards sur la sphère sociale. Alors quand vous avez une ville comme La Courneuve, vous avez majoritairement des jeunes issus de classes populaires, avec un taux de pauvreté largement au-dessus de la moyenne. Et bien si vous coupez dans la sphère sociale, vous leur retirez des filets de sécurité. Non, Cette parce que moi, population, j'ai pensé à elle a besoin de prendre, quoi? Elle a besoin voir de un services truc en publics, arrivant, tu elle a sais, me besoin de remettre du prestations voyage. sociales. Ce Or qu'on- aujourd'hui, on est dans une dynamique où l'État retire Comme- des et moi, billes je vois pas aux de café. collectivités Mais comme territoriales. il y a Et c'est plus les villes rien les dans plus les pauvres trains, donc qui du coup, subissent j'ai les plus- effets j'ai rien bu, délétères en fait. de l'austérité. J'espère, moi, que ce Peut-être rapport, qui va j'aurais être une mis petite entre les bouteille mains d'eau à me- des journalistes et des politiques, va agir comme un électrochoc pour que l'on arrête une politique qui est clairement inégalitaire et antisociale à l'égard de villes, en banlieue ou dans les territoires, qui concentrent la majorité de la jeunesse française et donc des futurs talents dans lesquels il faudrait investir. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici dans ce centre culturel de La Courneuve pour ces deux tables rondes qui vont porter sur les cahiers de discrimination. Et quand on nous a proposé à la ville de La Courneuve d'accueillir ces tables rondes autour de ces cahiers, c'est bien évidemment avec plaisir que nous avons répondu favorablement. Avec plaisir teinté d'un tout petit peu de nostalgie, puisque ça faisait écho à l'histoire de notre ville, à cette plainte pour discrimination territoriale et sociale que nous avons posée en 2009, afin de créer les conditions de faire un véritable électrochoc sur une situation qui ne pouvait pas être le fruit du hasard, mais nous avons eu la conviction que quand les marches du RER pour entrer dans le RER sont de 60 cm à La Courneuve et qu'on est au niveau à Châtelet-Les-Halles, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Et c'est le fruit d'une non-attention à des territoires comme les nôtres, parce que sur des territoires comme les nôtres, ce sont essentiellement des familles populaires et pas les familles des beaux quartiers qui y vivent. Alors, vous comprendrez que donner de la lisibilité à cette bataille a été un véritable engagement de notre collectivité. Au pays de l'égalité, des territoires étaient plus égaux que d'autres, pour paraphraser George Orwell dans sa fameuse Ferme des animaux. Et nous étions convaincus qu'il fallait le faire savoir. Alors, si c'est vrai que rendre visible n'explique pas forcément les processus de discrimination, pour reprendre les mots de Thomas Crisbon, que je remercie pour sa contribution dans son constat où il parle de mobiliser les notions de discrimination territoriale, permet, dans le meilleur des cas, de rendre visibles les inégalités territoriales. Permettez-moi de rajouter qu'il n'y a que les invisibles qui connaissent le prix de la visibilité. Alors, en 2019, nous avons remis ça, si on peut le dire ainsi, en comparant les réalités d'un territoire comme celui de La Courneuve avec d'autres territoires, de façon à montrer, preuve à l'appui, comment est traitée une ville comme La Courneuve, avec des comparaisons avec des chiffres départementaux, avec des chiffres issus d'autres villes, comme celle de Vaux-en-Velin, de Pavillon-sous-Bois, de Perreux, du 13e arrondissement. Et donc, dans cet atlas, ça a permis de montrer que ce qui se passe ici, là aussi, n'est pas le fruit du hasard, et que toutes les études le montrent, y compris dans la situation que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie. Ces quartiers populaires sont ceux qui souffrent le plus. Et il y a une corrélation entre inégalité territoriale et conséquences sociales, y compris conséquences sanitaires en la matière. Tout ça, là aussi, n'est pas complètement le fruit du hasard quand on sait que la densité médicale à La Courneuve est de 2,1 pour prendre un chiffre, alors que dans Paris 13e, elle est de 10,2 pour 1000 habitants. Et donc, bien évidemment, à partir de là, l'accessibilité à la santé, la précaution, les politiques de prévention n'ont pas la même influence. Et heureusement, malgré tout, que dans une ville comme La Courneuve,
depuis de longue date, il y a eu cette volonté de prendre en compte cette question de la santé publique avec un centre municipal de santé que nous avons d'ailleurs reconstruit et qui, depuis le début de la pandémie, est un véritable socle qui permet aux Courneuviennes et aux Courneuviens de ne pas être exclus de cette dynamique de prévention, mais aussi de vaccination, puisque depuis le 18 janvier, nous sommes dans une démarche de vaccination. Mais là encore, sur cette démarche de prévention et de vaccination, on s'est aperçu qu'avec Doctolib, les Courneuviens n'avaient pas accès au centre municipal de santé et qu'il a fallu mettre des correctifs en œuvre afin de créer les conditions de rétablir là aussi un peu d'égalité républicaine. Et d'ailleurs, dans cet atlas, pour conclure, nous posons avec force un certain nombre d'exigences pour créer les conditions de remettre de la justice et de l'égalité républicaine sur nos territoires, comme celle d'un moratoire pour tous les dispositifs qui visent à réduire l'engagement de l'État à l'échelle des territoires, mais aussi la création d'une autorité administrative indépendante pour l'égalité républicaine afin de lutter plus efficacement contre tous ces phénomènes-là. Et heureusement, je serais tenté de dire et de conclure qu'il y a un municipalisme de la non-résignation pour faire face à ces réalités, qu'il y a encore dans notre pays des maires et des villes qui se mobilisent, comme celles et ceux qui se sont mobilisés avec Ville et banlieue, mais aussi ces 200 maires signataires de l'interpellation au Premier ministre au mois de novembre, qui ont créé les conditions de faire reconnaître nos territoires et d'obliger enfin que ce gouvernement, dans les mesures qu'il prenait en faveur de notre pays, puisse enfin écouter ce qui se passait dans ces quartiers populaires. Et c'est, je crois, aller dans la bonne direction. Jusqu'où faudra-t-il aller? Chacun aura bien évidemment sa réponse, mais je crois que une meilleure répartition des richesses est une question qui s'impose de façon lourde si on veut enfin ouvrir de belles perspectives aux populations de nos quartiers populaires et dans ces villes, dans ces belles villes populaires auxquelles nous sommes tant attachés. Et maintenant, je voudrais passer la parole à celles et ceux qui vont animer cette table ronde. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que tout d'abord, je voudrais remercier Gilles Poux, l'équipe municipale de La Courneuve et bien sûr tous les services qui nous accueillent aujourd'hui. Bien sûr qu'on aurait tous rêvé, et on espère que ce sera le plus tôt possible, on va faire ce genre d'initiative, comme on dit maintenant, en présentiel, mais je crois que c'est important et nous n'avons pas voulu repousser cette date de tenir, y compris sous cette forme. Alors, vous me permettrez un petit clin d'œil, parce que là, j'interviens comme secrétaire général de l'Association des maires de ville et banlieue, et je voudrais, y compris, excuser Thierry Falconet, qui devait être des nôtres, mais qui a eu au dernier moment un empêchement, et il m'a demandé de vous saluer, donc je le fais avec beaucoup de plaisir, et commencer à saluer, y compris il y a une petite dizaine d'Alonnais, je sais, qui sont derrière l'écran, donc je les salue, et on va essayer de porter haut, y compris les couleurs de la ville d'Allonne. Bien, donc Ville et banlieue, qui est donc co-organisatrice de cette manifestation, est une association qui a été créée en 1983, et oui, près de 40 ans, et qui, d'entrée, bien sûr, comme vient de le dire Gilles, a placé le respect, l'égalité dans des territoires de villes populaires, de quartiers prioritaires, comme ils sont appelés aujourd'hui dans la terminologie officielle. Et malheureusement, je dirais, près de 40 ans après, cette association a toute sa raison d'être, puisque les discriminations, les inégalités sociales et territoriales sont toujours très importantes. Alors en quelques mots, Ville et banlieue, c'est une association qui rassemble aujourd'hui 65 communes et établissements publics intercommunaux, de petites villes comme Chanteloup-les-Vignes, comme Chenôve, comme Allonne, et puis de très grandes villes comme Paris, Lyon, sans oublier bien sûr La Courneuve, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes une association dont les élus sont de toute sensibilité. Je crois que c'est une de ses caractéristiques, une de ses forces, et qui a le parti des habitants.
seul engagement, l'unique engagement, c'est créer les conditions que les habitants de nos quartiers qui vivent beaucoup de discrimination de toutes sortes puissent être reconnus, respectés. Et c'est pour cela que nous sommes engagés, mobilisés. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Je voudrais remercier, y compris les cahiers de la lutte contre les discriminations, avec qui nous avons coproduit ce petit ouvrage et que nous organisons cette journée pour porter haut et fort, je dirais, ces questions. Gilles le faisait remarquer, le disait dans son intervention, effectivement, il y a eu un temps fort, il y a un temps fort, il y aura un temps fort avec le suivi après l'appel des 200 maires, la lettre ouverte au président de la République, qui a débouché sur le comité interministériel des villes, ou de la ville, parce que les terminologies ne sont pas toujours les mêmes, donc je donne les deux, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper, au cours de laquelle le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé un certain nombre de mesures qui ont été prises pour relever le défi des inégalités, des discriminations dans nos territoires. Nous allons continuer, donc ça c'était avant, il y a le pendant, et puis il y a maintenant la question qui nous est posée. Ville et banlieue veut jouer avec tous les maires qui ont accompagné cette démarche, ou que Ville et banlieue a accompagné leur démarche, parce qu'il n'y a pas l'un plus que l'autre, c'est ensemble. La mise en œuvre de ces mesures, nous avons dit d'entrée, bien sûr, qu'elles ne sont pas complètement, et je dirais pour certains secteurs, loin s'en faut, les objectifs que nous souhaitions, les propositions que nous avions, mais dans le même temps, elles existent et nous souhaitons qu'elles se mettent en place le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je parlais des jours, des semaines et des mois à venir, que ces mesures annoncées puissent véritablement, au plus près des territoires, au plus près des habitants, au plus près des associations, en mettant, y compris dans la machine, les élus et les équipes municipales, faire qu'il y ait des choses qui changent pour les gens, pour qu'effectivement cette question de l'accès au droit, de l'égalité au droit soit réelle dans nos quartiers. Parce qu'il me semble, je pense que ces questions seront débattues dans les deux tables rondes, mais c'est la question des droits qui est très important. Et pour ma part, peut-être que ce ne sera pas partagé par tout le monde, mais moi je suis très réservé sur le mot égalité des chances. Parce que je pense que ce n'est pas le niveau suffisant pour combattre la question des discriminations. Le combat des discriminations passe par la question de l'accès au droit pour toutes et tous, et quels que soient les secteurs. Gilles Poux faisait référence par exemple à la santé. On a vu les études, on n'est pas égaux par rapport à la Covid, qu'on habite en Seine-Saint-Denis, qu'on habite dans d'autres parties du territoire. Et donc notre volonté, nous, et Ville et banlieue, nous y travaillons avec beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est créer les conditions que, effectivement, ces droits, que les populations, les habitants de nos quartiers puissent être respectés pleinement. Et donc ça passe par cette question des droits. Et également, ces droits passent bien souvent par la question du service public, qui est aussi une question qui est déterminante et sur laquelle Ville et banlieue est aussi particulièrement engagée. Donc voilà, mais c'est quelques mots d'accueil, de présentation de la fois de Ville et banlieue et de notre engagement. Nous sommes, je crois, riches d'une belle histoire et nous sommes, et cette matinée doit y contribuer. Nous voulons nous inscrire dans la durée pour effectivement que ce combat, à un moment donné, nous rêvons tous, et je crois que le droit au rêve aujourd'hui est quelque chose d'important. Un des mots qui est beaucoup utilisé, c'est le pragmatisme. Oui, peut-être, mais je pense que le droit au rêve est important, et rêvons ensemble que les discriminations disparaissent, que cela passe par vraiment l'accès au droit pour toutes et tous. Et je souhaite que cette matinée y contribue. Donc on m'a demandé de faire la transition pour la prochaine phase, donc je passe la parole à Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits. Et bon travail pour ce matin. C'est à nous, plutôt. Oui. Non, pas tout à fait, Claire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée, je suis Johanna Dagorn et non pas Claire Hédon. Donc, je suis co-directrice des cahiers de la LCD avec Arnaud Alessandra. Les quartiers prioritaires de la ville ont payé un lourd tribut, ça a été dit tout à l'heure, sur la question du Covid pour des raisons variées. Des difficultés d'être en télétravail pour des personnes, en effet, qui étaient dans des emplois précaires, pour des personnes qui étaient ubérisées, qui étaient également dans les questions de service aux personnes.
Ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans un article dans Le Monde avec Corinne Luxembourg. En mars dernier, on décrivait justement la question des invisibles, qui pour la première fois étaient devenus visibles, parce que justement, ce sont ces personnes-là qui ont pris soin de nous, qui se sont occupées de nous. Mais on a vu que très vite, ils sont revenus à une certaine invisibilité de manière extrêmement rapide et violente. Donc, on est sur ces questions qui s'entrecroisent. Et donc, on a vu, ça a été dit, les travailleurs précaires ont été davantage exposés à la pandémie. Mais quand on parle également de discrimination territoriale, on n'est pas qu'uniquement sur une question de territoire éloigné ou pas. On l'a vu sur les travaux, par exemple, notamment de Benjamin Moignard, sur la question du 19e, où les personnes se sentaient malgré tout reléguées et enclavées et n'avaient pas forcément accès au centre urbain, pour prendre les travaux de Lefebvre sur la question du droit à la ville, qui sont absolument fondamentaux. Donc il ne s'agit pas, en effet, d'un instant dans l'histoire sanitaire des banlieues, mais bel et bien d'une accumulation des inégalités en matière de toutes les instances, qu'elles soient préventives, curatives, mais également une question d'inégalité, mais aussi à l'intersection avec la question des discriminations, où les deux font, comme on l'appelle, système, hélas. Donc, si au sens strict du droit... Ça marche pas ? Ah. Bon. Je continue quand même, oui. Donc, si au sens strict du droit, la discrimination territoriale renvoie à ce que l'on nomme l'adresse, pour autant, le lieu d'habitation, ce n'est pas que l'adresse, c'est également quand on évoque la question de l'emploi, des stigmatisations territoriales qui ont une influence également sur les habitants et les habitantes. On le voit avec la question du CV notamment. Donc, dans le sillage de ces publications, les cahiers de la LCD ont ouvert leur page à l'association Ville et Banlieue avec grand bonheur pour interroger les acteurs et les actrices de la lutte contre les discriminations dans cette perspective territoriale et territorialisée. Pour preuve, les cahiers de la LCD, nous sommes à Bordeaux, Ville et Banlieue est à Lyon et nous sommes aujourd'hui à La Courneuve. Donc, on en est un bel exemple. Bon, le seul problème, c'est qu'on a quand même été obligé de passer par Paris, malgré tout. Et puis, nous tenons, avant de laisser la parole à Arnaud Alessandra un jour peut-être, nous tenons chaleureusement à remercier également Sylvie Thomas pour tout le travail qui a été élaboré avec beaucoup d'enthousiasme, parfois du stress avec Sylvie Thomas, mais qui a été un très beau travail. Merci Johanna, je me joins aux remerciements évidemment. Merci aux personnes présentes, merci aux élus, merci aux universitaires qui vont nous rejoindre, merci à l'association Ville et Banlieue, merci à toi Sylvie Thomas. Dans cette journée, nous avons souhaité, comme c'est la philosophie dans les cahiers, mélanger les perspectives, les points de vue, les points de vie entre des perspectives universitaires, des perspectives pragmatiques, pratiques, politiques, professionnelles. De quoi allons-nous parler? De quoi avons-nous parlé dans cette revue? Nous posons un ensemble de questions qui restent d'ailleurs encore pour partie en suspens. Les discriminations territoriales sont-elles des discriminations territorialisées? Les discriminations territoriales ont-elles pour unique réponse des réponses liées à des reconnaissances susceptibles de mettre en avant les discriminations subies par l'adresse? Les discriminations territoriales sont-elles synonymes de racisme? Les discriminations territoriales sont-elles uniquement des discriminations? Ne sont-elles pas aussi des péjorations ou des stigmatisations? Les discriminations territoriales sont-elles seulement des éléments subis? Ne sont-elles pas aussi des résistances, des politiques et des mouvements associatifs, locaux, de déprise avec, et ça a été dit, le fatalisme lié à la discrimination? C'est l'ensemble de ces perspectives que nous voulons mettre en avant, mettre au travail. On pourrait en citer quelques autres. Les discriminations territoriales sont-elles uniquement la traduction juridique de facteurs inégalitaires? Ou est-ce déjà autre chose? Les discriminations territoriales sont-elles les mêmes par habitant et par habitante d'un territoire? Ou peuvent-elles être subdivisées à l'intérieur même d'un territoire en fonction des caractéristiques propres de chaque habitant et de chaque habitante? C'est ce que nous essaierons de voir dans une seconde table ronde.
Nous sommes ravis de vous accueillir avec les cahiers. On espère que ce numéro et on espère que cette matinée vous plaira et on vous souhaite d'excellents débats. Merci beaucoup. Ça fait 4 mois que j'attends un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi. Je saisis le défenseur des droits pour discrimination territoriale. Mathieu, 42 ans. Si c'est une comédienne qui vous livre ce témoignage, c'est que ceux qui sont victimes d'inégalités territoriales n'osent pas toujours prendre la parole. Si vous êtes victime d'une discrimination, vous aussi, vous pouvez témoigner. On débute la première table ronde. Et on ne peut pas se lever. Bon, je lui fais un SMS, c'est pas grave. J'ai déjà plus de voix en fait. On va peut-être faire. Oui. En attendant la. Ça y est. On fait un tour de table. Hein. Oui, en oui, attendant donc. En attendant l'arrivée des défenseurs des droits, nous allons commencer donc la présentation des personnes autour de cette première table ronde qui va définir les contours des discriminations territoriales et revenir sur les démarches politiques et juridiques, comme il a été dit tout à l'heure, sur la question justement des inégalités et des discriminations subies par les habitantes et les habitants. Donc je vous laisse vous présenter. Nous avons Monsieur Philippe Riot, maire de Grigny. Bonjour. Oui, j'enlève mon masque d'abord. Oui, avant d'être maire, je suis d'abord un habitant de banlieue, qui fait que depuis ma plus tendre enfance, ces questions de discrimination territoriale ont été au cœur de ma vie, mais aussi de mon engagement d'abord associatif et ensuite politique. Nous passons la parole à Hélène Geoffroy, qui est maire de Vaux-en-Velin. Donc Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, vice-présidente aussi de la métropole de Lyon, puisque Vaux-en-Velin est dans la banlieue lyonnaise. Aujourd'hui aussi membre de l'association des maires de villes et banlieues et vice-présidente du Conseil national des villes. Je dis cet ensemble parce que ça livre un peu les fondements d'un engagement qui à la fois est bien sûr très incarné localement, dans des politiques publiques locales, et qui essaie de faire le lien aussi avec les autres territoires, et c'est très important aussi. Et puis enfin, travailler sur la façon dont les politiques publiques nationales peuvent aussi croiser nos territoires. Merci. Je repasse la parole à Gilles Leproust, maire d'Allonnes. Oui, bonjour. Donc, maire d'Allonnes, donc c'est une ville de 11 200 habitants proche du Mans. J'ai pour ma part toujours habité dans les quartiers populaires qu'on appelle aujourd'hui quartiers prioritaires. J'y suis encore également dans une copropriété pas très loin de la mairie. Donc oui, j'ai chevillé au corps la question, comme je disais tout à l'heure, des droits, de l'accès, parce que j'ai connu tout au long de ma vie, encore aujourd'hui, des amis, des personnes qui ont subi des discriminations de toutes sortes. Et oui, je dirais que c'est une forme du carburant de mon engagement de maire. Merci. Je passe la parole maintenant à Driss Etazaoui, qui est vice-président des villes et banlieues en charge de la politique de la ville. Merci Johanna, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour à celles et ceux qui nous regardent par écran interposé. Donc Driss Etazaoui, élu à la ville d'Évreux, à l'agglomération d'Évreux, j'ai en charge les questions de sécurité à l'échelle de l'agglomération, mais aussi la politique de la ville, et j'ai aussi et surtout coprésidé une commission au sein du ministère dans le cadre du plan de mobilisation pour les quartiers prioritaires décrété par le président de la République sur l'image des quartiers. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet éminemment important. Merci.
On continue. Il faut commencer le Oui, premier on sujet. va attendre. Ça fera peut-être arriver. Voilà. Donc, comment vous êtes-vous engagés tous les quatre en politique dans vos villes respectives et surtout pourquoi? C'est ce qui nous intéresse. On Allez. vous remet, allez dans l'ordre. Une lecture dans la bibliothèque du quartier, comme quoi les bibliothèques dans les quartiers c'est important. La lecture d'un ouvrage, Le Code Noir, qui a été un révélateur puissant de discrimination, de ségrégation. Et puis ensuite, la chance d'avoir rencontré des militants de la citoyenneté. D'abord, une amicale de locataires qui luttait contre la pauvreté à travers la hausse des charges incomprises et subies par des habitants du quartier de la Grande Borne, du quartier où j'ai grandi à Grigny. Et puis, très peu de temps après, pas la chance, d'avoir rencontré des militants politiques engagés localement, puisque à l'époque, la ville avait engagé ce que l'on appelle le droit à la ville, pour que, effectivement, c'était le siècle dernier déjà, avant les années 2000, sur ce sujet bien connu aujourd'hui, revendicatif, mais en partant d'une réalité locale. Donc voilà les piliers de mes engagements, une lecture, un engagement associatif lié au logement, et puis ensuite la découverte d'un projet municipal qui revendiquait le droit à la ville. Donc l'engagement citoyen et collectif pour Absolument. arriver sur un débat, un portage politique. Merci. Hélène Geoffroy. Donc moi, c'est un engagement d'abord finalement partisan. Lorsque j'étais étudiante, je suis rentrée à la fin de mes études pour deux raisons dans le parti politique sur le sujet de l'emploi, parce que je finissais mes études et je me rendais bien compte que nous étions de nouveau une génération qui allait être en difficulté pour entrer sur le marché du travail, et j'avais conscience que les politiques publiques, en tout cas les politiques nationales, pouvaient être différentes selon ceux qui étaient présidents, et j'ai pris la décision vraiment après les élections présidentielles de 1995, avant de rentrer. Il y avait cette question vraiment de la place qu'on laissait à la jeunesse, et la deuxième du Front National qui prenait une place très importante à ce moment-là, commençait à prendre une place importante dans le débat public. Et puis je viens d'une famille aussi qui a toujours été très, préoccupée de ce que pouvait être finalement l'engagement personnel. Donc ça construit aussi personnellement. Et puis passer à la vie d'élu, ça c'est une deuxième étape. Je suis arrivée, moi je suis donc maire de Vaux-en-Velin aujourd'hui, mais je n'ai pas du tout grandi à Vaux-en-Velin. Je faisais mes études à Paris et j'y suis arrivée professionnellement. C'est finalement une autre politique publique qui m'y a emmenée, parce que lorsqu'il y a eu dans les années 70 les grandes écoles ou les écoles qui se sont installées dans les banlieues françaises ou en province, c'est par le biais finalement du travail. Je suis arrivée dans une école d'ingénieur comme chercheur à Vaux-en-Velin, et à ce moment-là, il y a eu en 2001 la loi sur la parité et les élections municipales de 2001 qui ont contribué à faire émerger beaucoup de femmes en politique, parce que les partis politiques ont commencé à en chercher. Et ça a été l'un des premiers critères, je crois, de ma rentrée en tant qu'élue, ça a été de dire on ne trouve pas de femmes. Mais comme je suis féministe, c'est un discours qui m'a quand même heurtée. Et la preuve, on les a trouvées pour toutes les élections qui ont suivi, ce qui prouve qu'il y avait bien de la volonté. Et après, ça a été une vraie passion pour la chose publique qui a construit le reste de ma vie d'élection depuis. Et puis à Vaux-en-Velin, la conviction aussi, maintenant j'y suis un peu plus de 20 ans, qu'il n'y a pas de déterminisme et qu'on peut changer les choses. Et c'est le sens de mon engagement aujourd'hui. Donc un portage éducatif, entre guillemets, un militantisme politique et féministe, et la question de la parité. Voilà, comme quoi une loi change. Je crois, il n'y aurait pas eu cette loi, je ne serais pas aujourd'hui, je pense. Je n'aurais pas eu ce parcours politique parce que c'était loin de mon. C'est vrai qu'avant la loi sur la parité, on avait beaucoup de mal à trouver des femmes, et puis d'un coup, on les a trouvées très facilement, ces féministes. Voilà, comme quoi, il faut un peu de volonté parfois. Merci. Gilles Le Proust. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je suis un enfant des quartiers populaires, ces quartiers construits dans les années 50-60 pour loger toutes celles et ceux qui quittaient notamment la campagne, y compris avec le développement
le développement industriel, la Sarthe par exemple et Le Mans en particulier, ça s'est construit beaucoup autour des usines Renault. Je n'avais pas le sentiment forcément quand j'étais môme, mais par exemple j'ai fait du basket gamin. La raison pour laquelle j'ai fait du basket, c'est que c'était la seule pratique qui était dans le quartier. C'est-à-dire que j'aurais pu aimer faire un autre sport, c'était pas possible. Et puis autre chose, la musique, j'aurais aimé faire du piano, mais alors faire du piano quand on est môme, habitant le 4e étage d'un bâtiment sans ascenseur, c'était quelque chose même pas envisageable. Et d'ailleurs, on ne parlait pas de la musique classique à la maison. Quand on en parlait, ça passait dans la télé où il y avait une seule chaîne, d'ailleurs en noir et blanc. Bah oui, parce que ça c'est lié, j'ai les cheveux blancs, donc c'est une des raisons. On parlait de la grande musique. Et derrière ce mot grande musique, c'était pas pour nous, c'était pour d'autres. On n'était pas. Et donc, après mon cheminement, effectivement, j'ai eu un cheminement d'un engagement politique. J'ai été élu une première fois au Mans. J'étais jeune élu, j'avais 26 ans. Et puis la vie a fait que je suis arrivé à Allonne. Et comme élu, j'ai vraiment j'allais dire une obsession, peut-être le mot est un peu fort, mais c'est y compris dans l'activité municipale, à partir de la vie que j'ai pu avoir, mais d'autres comme moi en époque, et certaines de choses qui ne sont pas forcément arrangées, et bien de pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Par exemple, c'est la raison pour laquelle sur Allonne, on a un projet orchestre à l'école avec Zaya Zouani, d'ailleurs qui est près d'ici, à l'Astin, Zaya, et où on permet pendant 2 ans à tous les gamins d'Allonne de pouvoir passer avec un cycle de musique classique. Eh bien, j'ai une certaine fierté, pas par rapport à moi, mais dire voilà, c'est l'utilité. Je crois que c'est quelque chose de très important quand on est élu, c'est la question de l'utilité. Et puis, je veux rendre à d'autres. Oui, ce que j'ai pu dans mon parcours, avoir de belles rencontres qui m'ont permis, y compris d'être maire. C'était d'un môme, j'ai raté mon bac. Voilà, et je me retrouve maire d'une ville de 11 000 habitants et discutant d'égal à égal avec des ministres, avec des personnalités de toutes sortes. Vous voyez, donc c'est aussi ça que je veux rendre, montrer qu'effectivement, si on crée les passerelles pour permettre à tous ces jeunes, ces moins jeunes, eh bien, il y a des intelligences extraordinaires dans nos quartiers. Merci, oui. D'ailleurs, dès qu'on rentre dans une maison bourgeoise, la première des choses qu'on voit en relief, c'est le piano, bien sûr. Hein. Merci. Driss Etazaoui. Et puis après, nous laisserons la parole à Madame Hédon. Alors moi, contrairement à mes amis et à mes collègues, que ce soit Gilles ou Philippe, je ne suis pas un enfant des quartiers. C'est bien parce que ça vient de battre en brèche un certain nombre d'idées reçues. Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi en ruralité. Et c'est bien après que je suis arrivé dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Madeleine à Évreux, qui est un quartier d'approximativement 17 000 habitants, qui est un quartier prioritaire. Et c'est en arrivant au sein de ce quartier, pour y avoir habité ensuite une bonne douzaine d'années, que j'ai pris conscience de la portée des inégalités et de leurs conséquences. Alors vous avez le choix, vous vous dites, bon, ben, effectivement, ou bien je fais mon petit parcours, ma petite vie, et puis je gère le quotidien, ou alors vous vous dites que en morale comme en politique, c'est un grand mal que de ne pas faire le bien, et que tout homme, que tout citoyen doit être regardé comme un homme pernicieux, dès lors qu'il est inutile. Et donc je me suis dit comment je peux être utile, comment je peux m'engager, et le premier engagement, il est associatif. Alors vous vous engagez au sein de la vie associative, vous essayez d'apporter ce que vous pouvez au sein de votre quartier, au sein des habitants qui y sont, que ce soit en matière d'accompagnement à la scolarité ou sur d'autres sujets. Et puis ensuite, vous vous dites que la vie associative et l'engagement associatif, eh ben, il a ses limites. Et que la vraie décision, elle n'est pas au sein de la vie associative, elle est plutôt de l'autre côté, vers l'hôtel de ville ou vers l'hôtel d'agglomération. Et vous dites que si vous voulez être encore plus utile, il faut que vous soyez en capacité de décider. Et pour être en capacité de décider, il faut être aux responsabilités. Alors vous faites le choix d'entrer en campagne, et puis vous avez le choix parce que vous avez un échiquier politique, même local, hein, sur une ville comme Évreux. À l'époque, moi j'ai eu une fabuleuse rencontre avec Jean-Louis Debré, qui était maire d'Évreux, président de l'agglomération d'Évreux, et qui m'a le premier tendu la main pour me donner ma chance. Et une très belle rencontre, et je ne l'oublie pas, et je lui témoigne une fois de plus ma reconnaissance. Vous savez, nous, souvent, notre parcours est jalonné de rencontres, et des gens qui vous tendent la main parce qu'ils croient en vous. Sinon, c'est très difficile de vous constituer un réseau, etc. Et de temps en temps, vous avez la chance de croiser quelqu'un qui vous dit « Mais tiens, toi, tu n'es pas tout à fait idiot, on va peut-être faire un bout de chemin ensemble. » Et Jean-Louis Debré, ça a été le cas. Et donc, je me suis engagé, mais bien avant de rencontrer Jean-Louis Debré, je m'étais déjà un petit peu engagé. Et sur l'échiquier politique, il y a à gauche, à droite,
Puis je voulais pas être enfermé, et je me suis dit que le centre était probablement le juste milieu, et qu'en toute chose, il y avait un équilibre, et qu'il ne fallait pas être dogmatique ou travailler de manière compartimentée. Et donc j'ai fait le choix d'être centriste pour pouvoir discuter avec mes amis de gauche quand il le fallait, mais aussi ramener à la raison probablement mes amis de droite quand il le fallait aussi. Ce que je fais actuellement, en tout cas j'essaye à ma modeste place. Mais voilà. L'idée, effectivement, c'est la poursuite de l'utilité, c'est vraiment ce qui nourrit mon combat. Et c'est aussi le sujet qu'on va aborder parce que la question des discriminations, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient territoriales, est un vrai mal pour la société qui est la nôtre et un obstacle à la réconciliation nationale. On a l'occasion d'en parler. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces parcours différents. Nous allons laisser actuellement la parole à Claire Hédon, défenseur des droits. J'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Très bien, pas de souci. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'intervenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre qui est dédiée à la question des discriminations territoriales. Diagnostic afin de répondre à cette dimension à la fois systémique et intersectorielle. Et il est important de souligner le lien qui existe entre dimension spatiale, vulnérabilité économique, récurrence des discriminations et difficulté d'accès aux droits. Près de 12% des réclamations qui sont adressées aux défenseurs des droits en 2018 proviennent de personnes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, quand ceux-ci, en fait, ne représentent que 8% de la population française. Et d'ailleurs, de même, comme l'a souligné l'Observatoire de la politique de la ville en 2019, les habitants de ces quartiers prioritaires de la politique de la ville déclarent beaucoup plus souvent que les habitants des autres quartiers urbains être victimes de comportements discriminatoires. Les discriminations individuelles, directes ou indirectes, s'exercent sur les habitants des quartiers, notamment en raison de leur lieu de résidence, et traduisent l'existence de stéréotypes, de préjugés sur ces territoires, assignation sociale négative à partir de l'adresse, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet quartier. Et de surcroît, la situation des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville met spécialement en lumière le caractère intersectionnel des discriminations et le fait que différents critères interagissent ensemble d'une manière telle qu'ils produisent une nouvelle forme de discrimination qui ne peut se réduire d'ailleurs à la somme de ses composantes, intensifiant et amplifiant la difficulté à surmonter l'effet discriminatoire de la situation. Je vais en quelques mots, là, en un peu moins d'un quart d'heure, vous rappeler un peu quel est le rôle du défenseur des droits dans ce contexte. Un deuxième point sur la spécificité de la lutte contre les discriminations territoriales. Et puis un dernier point sur comment améliorer l'égalité territoriale. Alors un petit mot d'abord sur le défenseur des droits, qui est une institution qui contribue à ce que l'égalité revienne au cœur du projet républicain pour que nul n'en soit exclu, et ce qui n'est pas toujours facile. Le défenseur des droits, vous le savez, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 2011, qui est inscrite dans la Constitution et qui est notamment chargée de faire respecter les droits et libertés dans les relations avec les services publics et de lutter contre les discriminations directes ou indirectes qui sont prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ainsi que de promouvoir l'égalité. Alors, le défenseur des droits et ses délégués sur l'ensemble du territoire ont reçu pour l'année 2020 exactement 104 000 réclamations. En matière de lutte contre les discriminations, l'institution a été appelée à intervenir dans 6 360 dossiers. Vous voyez que c'est peu
par rapport à l'ensemble des réclamations qu'on reçoit, et c'est sans aucun doute pas révélateur de l'ampleur des discriminations. Alors, au-delà du traitement des saisines individuelles, le défenseur des droits est aussi un facilitateur d'accès aux droits par les informations qu'il délivre, les orientations qu'il propose aux réclamants, en répondant à plus de 45 000 appels sur nos plateformes téléphoniques chaque année. L'Institut, et ça va encore augmenter, je vous en dirai un mot sur la plateforme anti-discrimination. L'Institut déploie également une action de promotion de l'égalité et de l'accès aux droits, consistant à faire connaître les droits à travers la production de connaissances, de démarches d'information des publics concernés, des actions de sensibilisation, de formation que nous menons, ainsi que les avis que nous donnons au Parlement à propos de projets de loi, de textes qui relèvent de notre champ de compétences. À la faveur de l'action du réseau territorial, mon action participe directement à la lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux droits. Et ce réseau, c'est vraiment un service de proximité qui compte plus de 520 délégués, volontaires, bénévoles, présents sur l'ensemble du territoire, qui reçoivent, accueillent, orientent gratuitement le public dans près de 874 points d'accueil qui sont dans les préfectures, dans les mairies, dans les maisons de droit et de la justice, dans des centres sociaux, y compris d'ailleurs dans des établissements pénitentiaires, et ceux en France, mais aussi en Outre-mer. Et de fait, tous les dispositifs d'accueil du défenseur des droits font office de lieu d'information sur les procédures et les droits. Ils assument la fonction de contact avec l'administration et les organismes de protection sociale pour toutes les personnes qui n'arrivent pas ou ne savent pas les joindre. Je vais revenir maintenant spécifiquement à la question des discriminations avec les deux points que je voulais aborder avec vous. D'abord, la spécificité de la lutte contre les discriminations territoriales, et puis après, dans un deuxième point, comment améliorer l'égalité. Alors, sur la spécificité de la lutte contre les discriminations territoriales, elle tient à l'impact de l'appartenance au territoire sur la trajectoire individuelle et collective. Si le lieu de résidence est un critère qui est intégré à la liste des critères de discrimination prohibés, vous savez qu'il y en a 25 en tout, 26 même, il s'allie aux autres caractéristiques communes de personnes appartenant à ces territoires: l'origine, la particulière vulnérabilité économique, le patronyme, l'apparence physique. Et cette combinaison de facteurs s'allie pour donner lieu à une succession de discriminations directes ou indirectes qui font des discriminations territoriales des questions bien spécifiques et qui appellent des réponses multiples et concertées. Et c'est cette approche qui a été retenue lorsqu'à la suite de la saisine par la ville de La Courneuve dont je vous parlais en 2009, l'institution a préconisé de confier une mission d'analyse et de réflexion à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, qui est devenu depuis l'Observatoire national de la politique de la ville, sur les indicateurs pertinents qui permettraient de mieux mesurer les inégalités de traitement entre les territoires. Et dans une autre délibération du 18 avril 2011, nous avons considéré que la question de la résidence apparaissait comme un révélateur de cumul de discrimination pour les personnes vivant en quartier prioritaire de la politique de la ville. Aussi, on avait recommandé à l'époque d'inscrire le critère de l'adresse dans le Code du travail et dans la loi la loi de 2008 relative à la lutte contre les discriminations. Vous savez que ce critère a finalement été consacré par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion, qui est dite la loi Lamy, et qui est venue réaffirmer la volonté de l'État de lutter contre les inégalités, de garantir aux habitants des quartiers prioritaires une réelle égalité de traitement et d'accès aux droits. Et je voudrais vous parler de deux décisions récentes du Défenseur des droits qui mobilisent ce critère et qui m'apparaissent comme étant particulièrement emblématiques. D'abord, dans l'affaire dite des bonnets d'âne, en septembre 2014, l'institution avait été saisie par le maire de Saint-Denis et un collectif de 18 parents d'élèves, les bonnets d'âne, qui dénonçaient l'absence de moyens et les carences du système éducatif dans certains établissements scolaires de la ville. Et au terme de l'enquête qui avait été menée, mes services avaient constaté, pour ce qui concerne la rentrée de septembre 2014, la rupture du principe d'égalité des usagers devant le service public. 500 écoliers représentant 20 classes d'écoles maternelles et primaires étaient privés de leur première journée d'école faute d'enseignants. Les réclamants dénonçaient le manque persistant de moyens du service public de l'éducation nationale dans leur ville. Les postes vacants ont été confiés à des contractuels sans formation préalable et souvent sans les qualifications nécessaires. Pour la rentrée 2015, le Défenseur des droits avait relevé d'ailleurs avec satisfaction les avancées apportées par la mise en œuvre du plan pour la Seine-Saint-Denis qui avait été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale. Plus récemment, le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations, notamment venant d'élus, ainsi que d'un
collectif d'associations et syndicats concernant le fonctionnement de la plateforme nationale d'admission dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Parcoursup. Et en particulier sur la question de l'absence de transparence de la procédure d'affectation, ainsi que le caractère potentiellement discriminatoire de certains critères utilisés pour retenir les candidats. Alors, à la suite de son instruction, le défenseur des droits a recommandé d'anonymiser le lieu de résidence ainsi que le lycée d'origine, la prise en compte du lycée d'origine dans l'examen des candidatures pouvant constituer une pratique discriminatoire. C'était une décision que nous avions rendue le 18 janvier 2019. Le ministère a décidé d'anonymiser partiellement les candidatures sur Parcoursup, le nom, prénom, adresse et âge, mais comme vous le savez, pas le lycée d'origine. En 2020, de façon plus générale, en dehors des décisions dont je vous ai parlé, nous avons traité 162 demandes qui relèvent de ce critère de discrimination territoriale. J'en reviens maintenant à la question des inégalités territoriales qui, en plus de soulever des discriminations, interroge également la problématique de l'accès aux droits et aussi du manque de politique structurelle en la matière. Un exemple récent me semble résumer à lui seul l'écart qui reste à combler, celui de la campagne vaccinale en Seine-Saint-Denis. Alors que de nombreuses personnes peu à l'aise avec l'outil numérique peinent à prendre rendez-vous en ligne via Doctolib pour se faire vacciner, les centres de vaccination de Seine-Saint-Denis ont vu arriver un grand nombre de patients venus de Paris et d'autres départements au détriment des habitants de la Seine-Saint-Denis. On a été très vite alertés là-dessus par des associations de lutte contre la pauvreté sur cette inégalité d'accès au vaccin. Et je trouve qu'on en voit un exemple assez crucial là et qui montre aussi la question de la fracture numérique. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est finalement comment améliorer cette égalité territoriale. Ça suppose la conjonction pour nous au moins de deux éléments. D'abord, l'identification des désavantages liés au territoire et une politique locale ou nationale ayant pour objet d'apporter des correctifs. En effet, l'accumulation des discriminations fondées sur une multitude de critères qui, pour certains, relèvent d'éléments qui ne sont pas à la portée des victimes individuelles ne peut être dénouée sans l'intervention des différents échelons de l'État. Je vais juste vous formuler quelques pistes de réflexion qui appellent certainement plus de développement, mais vous en parlerez probablement tout au long de la journée. L'État doit veiller d'abord aux conditions d'un rattrapage et d'un développement plus harmonieux des territoires en corrélant notamment les ressources aux besoins réels d'accès aux droits sur les territoires. Les allocations d'aide et de ressources individuelles comme le RSA sont nécessaires, indispensables, mais insuffisantes. Sur ce dernier point, d'ailleurs, je vais demeurer vigilante au déploiement de l'expérimentation de la recentralisation du financement et de l'attribution du RSA, si cette dernière devait être maintenue dans le projet de loi de différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification, la loi 4D. Les discriminations territoriales relèvent de l'accumulation d'une multitude de discriminations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui doivent faire chacune l'objet d'une action publique forte. J'observe que la prise en charge de la politique des discriminations liées à l'origine en France a surtout été portée par des institutions et des acteurs locaux soutenus par la politique de la ville. La politique publique nationale s'est jusqu'à récemment limitée à des actions de communication très ponctuelles liées à quelques diagnostics sur l'embauche sans que de véritables mesures correctives ne soient engagées. Et sur ce point, j'espère d'ailleurs que le lancement le 12 février dernier par mes services de la plateforme de signalement des discriminations qui avait été annoncée en décembre par le président de la République marquera un tournant dans la politique gouvernementale, mais j'ai tout à fait conscience que Dieu sait si cette plateforme pour moi est indispensable, antidiscrimination.fr, pour résoudre le plus concrètement possible les difficultés des personnes. Ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas une politique nationale de lutte contre les discriminations. Les politiques de rénovation urbaine et de mixité sociale qui sont promues dans le cadre de la politique de la ville ont des répercussions inquiétantes sur le logement des personnes d'origine étrangère et modeste, se traduisant par un processus de gentrification des quartiers historiquement habités par des populations immigrées ou pauvres. Je vous donnerai juste un exemple, vraiment dans le cadre en ce moment de la construction du Grand Paris, de l'arrivée du métro dans certaines banlieues plus éloignées, aboutit à une rénovation du quartier, ce qui est très bien, mais à une augmentation des loyers et un éloignement des plus pauvres encore plus loin.
Et donc, si on ne réfléchit pas ce grand pari en incluant les personnes les plus en difficulté, on peut très vite les éloigner encore plus loin. L'inscription de la lutte contre les discriminations comme axe transversal des contrats de ville a rarement dépassé jusqu'à présent l'affichage d'intention générale, marquant l'absence fréquente de stratégie d'action, articulant un diagnostic, un plan d'action et une évaluation. Et j'ajouterai que l'inscription de la lutte contre les discriminations dans la politique de la ville et l'élargissement de l'action à tous les types de discrimination traduisent en réalité un affaiblissement de la prise en charge politique des discriminations fondées sur l'origine, la référence au territoire ou au lieu de résistance, se substituant d'ailleurs à celle de l'origine. Toute action pérenne doit aussi engager au plus haut niveau les autres services structurants de l'État, comme ceux de l'emploi, du logement, de l'éducation. Les mêmes réserves peuvent être formulées en matière d'accès aux droits. Par exemple, le déploiement du réseau France Service semble certes vouloir répondre à l'enjeu posé par les difficultés d'accès aux services publics d'une partie de la population. Je resterai toutefois attentive afin de vérifier que ces dispositifs fonctionnent, qu'ils répondent vraiment aux besoins des citoyens et qu'il est déployé de façon cohérente sur le territoire. Au-delà de cet affichage, l'investissement financier et humain de l'État et des opérateurs qui dématérialisent leurs procédures doit être priorisé et monté en puissance à la hauteur des enjeux. Il existe un différentiel d'accès aux droits aux services publics selon que l'on est d'un côté ou de l'autre de la frontière départementale. Les organismes de la protection et de l'action sociale sont très autonomes et travaillent différemment sur le territoire. De même, la décentralisation des politiques de solidarité a apporté des réponses qui ne sont pas égales. Ils doivent devenir les moteurs de l'accès aux droits et à l'égalité et non des acteurs de la gestion des inégalités. Je préconise donc la création, non pas d'une cour de l'équité territoriale, comme l'avait préconisé en 2018 Jean-Louis Borloo dans son rapport intitulé « Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale », qui comporterait de nombreux inconvénients, mais plutôt, je préconise un observatoire de la cohésion des territoires qui aurait pour objet de documenter ces phénomènes. Par exemple, l'observatoire étudierait si les personnes en situation de handicap sont traitées pour le même handicap également sur le territoire par les MDPH. Il faut rendre visibles ces situations pour commencer à agir. Et effectivement, ce qu'on voit nous concrètement dans les réclamations qui nous sont posées, c'est des inégalités de traitement sur le territoire. J'ai cité la question du handicap avec les MDPH, mais on pourrait le dire aussi sur le RSA. Voilà, un sujet que je trouve absolument passionnant, capital, où il y a beaucoup à faire. Je trouve que la lutte contre les discriminations est pour moi au cœur de mon mandat de ces 6 années, pour les rendre plus visibles, pour que nous soyons plus facilement saisis par les personnes les plus en difficulté. Et je vois bien que ce n'est pas toujours simple pour nous saisir, d'abord parce que les gens ne savent pas forcément qu'on existe, n'imaginent pas forcément que c'est gratuit. Et or, on est là pour rétablir les personnes dans leurs droits au quotidien, et c'est ce qu'on fait avec les plus de 100 000 réclamations, où 80% sont traités par la médiation et aboutissent à un résultat positif. Mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux en termes de lutte contre les discriminations, j'en suis tout à fait consciente. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment des échanges fructueux. Et j'espère bien une autre année être en présence quand on pourra se voir réellement. On peut l'applaudir. Merci. Merci. Non, je crois pas qu'ils ont... Pas l'impression. Si, c'est à vous, Johanna. Si. On dit que c'est à vous. Est-ce que mon micro est correctement... Oui. On va dire que oui. Bon, si on me dit rien, c'est que c'est bon. Donc on va reprendre cette table ronde et avec... Peut-être des remarques avec Madame la défenseure des droits. Entend ? Bah, Bonjour, Prio. T'as pas l'air d'entendre. Non. Ah, faut brancher. Moi, je ne l'ai pas débranché Moi, depuis tout à l'heure. je ne l'ai pas touché non plus. Non plus, il est branché. Non, y a pas de- Moi, je ne l'ai pas touché, c'est connecté. Tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez, Madame Hébon ? Non. Est-ce qu'elle nous entend ? C'est qu'elle a- Oui, Allô, Ah. Claire ? Ça y est, elle nous entend. Ah. oui, je vous entends. Je Ah. ne vous vois pas, par contre. Nous, on vous voit, pardon.
Oh non, on peut me tutoyer. Hein, C'est Philippe Rio. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. Surtout qu'on se tutoie d'habitude. Bah, c'est vrai, donc très, très heureux de te voir. Bravo pour le défi que tu t'es lancé en acceptant cette mission. On s'était connus lorsque tu étais présidente d'ATD Carmonde. Et je te remercie pour ton engagement qui prend une autre tournure. Merci pour les propos que tu as tenus. J'apporterai juste une précision. Je suis beaucoup de points d'accord avec ce que tu dis. Juste rappeler, mais on se faisait un clin d'œil avec les collègues qui avaient suivi de près l'épopée du rapport Borloo, je vais le dire comme ça, avec le rapport Vivre en grand, vivre ensemble, la République pour une réconciliation nationale. La Cour d'équité territoriale avait 2 objets. Une qui était un observatoire, et tu as raison, il manque un thermomètre, un baromètre qui permet d'identifier, certains même appelaient, je crois que c'est Renaud Epstein qui appelait ça le data center des données. On a besoin d'objectiver la réalité des discriminations et des inégalités territoriales. Donc pour ça, on est d'accord. Il y avait un autre volet aussi dans l'état d'esprit, je me souviens de ces débats, de la Cour d'équité qui était plutôt effectivement une cour administrative pour comprendre comment, dans les plis complexes de l'administration, lorsqu'il y avait des annonces, on ne retrouvait pas la réalité financière sur les territoires. Je reprends les termes de Jean-Louis Borloo, qui étaient les plis complexes de l'administration, qui permet que des fois, il y a des orientations de crédit, notamment, qui n'arrivent pas alors qu'il y a des annonces qui sont puissamment relayées par les médias. Je parle bien évidemment de prise de décision ministérielle, en l'occurrence. Donc, il y avait 2 volets qui étaient bien distincts, mais effectivement, l'observatoire est un grand manque de notre nation. Et il faut qu'on s'y attelle collectivement pour pouvoir mesurer, objectiver et ensuite agir. Merci. D'autres interventions, questions peut-être Oui, dans la continuité. Bonjour Claire Hédon. Moi je vais vous voyez Bonjour. parce que j'ai pas la chance que Philippe Rio a que de vous tutoyer, Madame la défenseure des droits. Moi j'entends la volonté manifeste qui est la vôtre sur ce sujet et vraiment aucun doute sur la détermination qui sera la vôtre durant ce mandat. Une question néanmoins, ou plutôt une remarque dans la continuité de ce que vient de dire Philippe Rio. Un observatoire, c'est très bien. Ça permet de qualifier et quantifier le phénomène. Et oui, c'est nécessaire. En même temps, un observatoire, ça observe. Et ça ne va pas au-delà que de l'observation. Et les décideurs, les pouvoirs publics, ensuite, en font un petit peu ce qu'ils veulent. Ou bien, effectivement, ils sont intéressés quant aux observations qui sont faites, ou bien ils décident d'en passer outre, et puis de se donner les marges de manœuvre qu'ils souhaitent. Et l'équité, c'est important. J'ai beaucoup entendu parler d'égalité. Mais pour nous, le vrai terme ou le vocable approprié, c'est l'équité. L'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. L'équité, c'est donner plus à ceux qui ont le moins. Et on le voit bien que ces territoires-là sont en plein décrochage et que c'est une question d'équité et non pas d'égalité. Et la Cour d'équité, comme le disait justement Philippe Rio, c'est effectivement de mettre chacun devant ses responsabilités pour qu'on puisse se poser les vraies questions, à savoir est-ce que le ruissellement est une réalité ou pas. Si l'ensemble des politiques publiques traversent et irriguent nos territoires comme il se doit ou pas, au-delà même du seul constat. Moi, je veux bien, bonjour Madame Hédon, effectivement, je partageais beaucoup de choses que vous avez dit. Je pense qu'on aurait besoin peut-être pour l'année prochaine en présentiel, pour donner une étape 2, le débat équité-égalité. Effectivement, souvent il y a des échanges, parfois on a... C'est l'œuf et la poule. Je pense qu'il faut définir l'un et l'autre. Je pense que les deux ne s'opposent pas, moi, ils se complètent. Effectivement, l'équité peut être une étape pour aller vers l'égalité, y compris en reconnaissant, y compris la différence des uns et des autres, parce que nous sommes tous les uns et les autres différents. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas quitter cet objectif de l'égalité, y compris, c'est un des 3 mots inscrits sur les frontons de toutes les mairies, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, qui me semble que c'est quelque chose d'important. Il y a un élément que vous avez cité dans votre intervention, Driss en faisait référence d'ailleurs, vous avez dit rattrapage des politiques publiques. C'est vraiment un élément, notamment à Ville et banlieue, nous tenons beaucoup, nous parlons du droit commun. Le droit commun, donc, c'est toutes les responsabilités de l'État, et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu. Et pour prendre une question d'actualité dans beaucoup de nos départements,
en train de se préparer, se travailler la carte scolaire, donc le nombre d'enseignants devant les élèves à la rentrée 2021 et 2022, et dans de nombreux quartiers dits prioritaires, il y a des suppressions de classes encore. Et donc, alors que, y compris après le comité interministériel de la ville, le Premier ministre, y compris, a dit son engagement, l'engagement du gouvernement, à être attentif à ce que le droit commun, pour son expression, soit particulièrement fléché dans les territoires qui connaissent beaucoup d'inégalités, de discrimination. Il n'y a pas d'ailleurs que les